Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette émission spéciale entièrement consacrée au deuxième tour des élections régionales. Ce soir encore, nous allons vous faire vivre ce scrutin en temps réel grâce à un dispositif exceptionnel qui témoigne de la force de notre réseau. 13 correspondants sont ce soir dans les 13 nouvelles grandes régions. Ils nous donneront les estimations puis les résultats au fur et à mesure de leur officialisation. Et des résultats que nous analyserons avec nos politologues tout au long de cette soirée. Des résultats, mais également des réactions des candidats et des personnalités politiques, sans oublier les réseaux sociaux. Notre rédaction web est en effet mobilisée ce soir pour relayer vos commentaires sur Twitter ou Facebook. Une émission que vous pouvez suivre depuis l'étranger sur france-tv-info.fr. Alors depuis dimanche, le Front National se retrouve à la porte des conseils régionaux. La gauche tente de limiter les dégâts et la droite s'accroche. C'est ce que nous allons voir ensemble ce soir. Avant de débuter notre grand tour de France, ce chiffre qui a été diffusé il y a quelques minutes, celui de l'abstention. Vous allez le voir, il est de 41,5%. Alors pour rappel, la semaine dernière, au premier tour, l'abstention avait atteint 50%. La mobilisation a donc été meilleure. Avant de commenter ces chiffres, je vous propose de revenir sur cette journée, ce deuxième tour. A-t-il mobilisé? Visiblement oui. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite en Normandie. Reportage. 2 quartiers, 2 bureaux, l'un au nord de Caen, l'autre au sud. Point commun, une forte abstention dimanche dernier. Un électeur sur 3 seulement avait voté. Premier constat, dès le pointage de 11 h ce matin, c'est mieux. Ah oui, oui, 2%. On est à peu près à 2% de plus par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Que se passe-t-il? Un sursaut? Une soudaine mobilisation pour l'enjeu? Pas sûr. Oh, bah le régional. Moi, je viens parce qu'il faut faire son devoir. Voilà. On fait son devoir, c'est tout. Vous pouvez constater, monsieur, je vote à chaque fois. Il y a donc ceux-là, les fidèles, mais si ça vote davantage, c'est grâce à ceux qui se réveillent. Peut-être seront-ils plus motivés. Premier tour régional, non. Vous aviez oublié? C'est pas que j'ai oublié, c'était exprès. On se sentait plus concerné, vous savez. Et là, oui. Là, on va voir. Ça va leur donner à réfléchir. Différence notable entre les deux secteurs de la ville. Auty-Nord avait mis le FN en tête, tandis que la Guérinière gardait sa confiance au PS. À qui profitera le regain civique? En milieu de journée en tout cas, la tendance se confirmait. La semaine dernière, on était à 200 et aujourd'hui, on est à 268. Ce qui, bien sûr, ne présageait en rien des couleurs du résultat, mais donnait bonne conscience aux absents du premier dimanche. Je m'en excuse, mais je vote aujourd'hui. Et ça ne change rien parce que j'aurais voté la même chose. Cette semaine, je ne peux pas rester sans voter. Alors cette semaine, j'ai fait mon possible, j'ai été voir mon docteur, il m'a donné des machins à prendre, et puis je me suis en forme aujourd'hui, je suis venu. Et il faut aller voter, c'est un droit. Alors la réforme territoriale offre parfois des situations inédites. Nous partons à Crozant, c'est dans la Creuse, une commune située au carrefour de 3 nouvelles régions. Vous allez le voir, les habitants ont le cœur qui balance. Voyez plutôt. En arrivant sur Crozant, on indique la voie région Limousin. Mais vu du pont sous lequel coule la Creuse, c'est une autre affaire. D'un côté vous êtes dans l'Inde et de l'autre côté vous êtes dans la Creuse. D'un côté, on est dans la région centre, de l'autre côté, on est dans la nouvelle région. Oui, parce que là, c'est commune de Saint-Plantaire, de ce côté-là. Et là, c'est Crozant. Et donc là, vous êtes en Limousin. À Crozant, 487 habitants et presque autant de votants, ce dimanche d'élection restera dans les annales. Parce qu'ici, peut-être plus qu'ailleurs, cette histoire de changement de région, de nouvelle appellation, en chamboule plus d'un. Je crois qu'il y en a beaucoup qui auraient voulu être du côté de l'Auvergne. À l'Auvergne maintenant? Bah, oui. Vous êtes proche de la région centre? Bah oui, mais c'est un petit peu l'Auvergne. Et vous êtes de quel côté? Ah, moi j'habite Argenton-sur-Creuse. Donc vous êtes du côté du centre? Ah oui. Mais si on creuse un peu, sans jeu de mots, on peut trouver certains habitants qui ont un penchant pour l'Aquitaine. Mais enfin, nous retrouvons l'Aquitaine qui était là au Moyen-Âge. Alors, pourquoi pas? Bon, voilà, seulement dans le bureau de vote, on se montre beaucoup plus prudent. Nous, on prend, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Voilà. D'accord. Il y a un peu de tout, quoi. Voilà. Du centre. Il faut se prononcer là-dessus, voilà. Pas se lancer là-dedans. En fin de compte, Crozant reste attaché à son histoire, symbolisée par les ruines de son château, demeure d'Isabelle d'Angoulême, et à sa géographie de granit et de calcaire.
Alors, s'il faut avoir 18 ans pour voter, il n'y a pas de limite d'âge pour le faire. Dans la Drôme, plusieurs centenaires se sont rendus aux urnes aujourd'hui. Un rendez-vous électoral qu'ils n'auraient manqué pour rien au monde. Regardez. Comme dimanche dernier, Hélène Paulet, 105 ans, se prépare à aller voter. C'est seulement à l'âge de 35 ans qu'elle a pu glisser pour la première fois un bulletin dans une urne en 1945 pour les municipales, encouragée par son père. Parce que mon père votait. Eh bien, je pense que c'est ça. J'étais toujours avec mes parents. Toujours, toujours. Et on était 6 enfants. Les 6 enfants avaient la même démarche. Plusieurs centenaires se sont déplacés comme Hélène Paulet pour voter dans cette commune. Roger Boulet n'a raté lui aussi aucun scrutin, sauf quand il était resté prisonnier 9 ans à l'étranger durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai toujours voté. Avant que je sois prisonnier, j'ai toujours voté. Et je pense que c'est normal parce que c'est un machin qui nous a été... C'est très bien de voter. Mais j'ai toujours voté. Ou à droite ou à gauche. En 70 ans, Hélène Paulet a déposé des centaines de bulletins pour chaque scrutin national ou local. Elle aime toujours raconter aux plus jeunes ses débuts d'électrice. Si le père avait donné l'autorisation, on avait droit d'aller voter plus facilement. Il fallait avoir fait ses preuves pour voter à l'Oriole. Mais qu'est-ce que vous voyez? Pas d'abstention pour ces plus anciens. Ils tiennent à accomplir leur devoir de citoyen aussi longtemps que leur état de santé le permet. Dans un instant, nous allons partir pour notre grand tour de France. Je vais vous emmener dans les 13 nouvelles grandes régions. Mais auparavant, je vous propose de faire un petit détour sur les réseaux sociaux car cette élection se joue également sur Internet. Quels sont vos commentaires? C'est Christelle Chabert et Marie Perrin qui nous le disent. C'est la revue du web. Pour Corbinus, si l'abstention et le vote FN sont aussi forts, c'est tout simplement parce que les gens en ont marre des apparatchiks. Fouque-Perrotin, lui, n'y va pas par 4 chemins. L'abstention est un piège à con. Il relaie ce dessin de 2 lignes dans lequel un des personnages demande à l'autre pour qui il compte s'abstenir cette année. Comme si au fil des scrutins, l'abstention devenait une habitude. Pour Clobix, au contraire, l'abstention, ce n'est pas du je m'en foutisme, mais l'expression du doute et de la désillusion. Malgré tous les appels au vote pour le second tour ont été entendus bien au-delà des frontières. À Montréal, les Français se mobilisent, nous dit Pazam, photo de son récépissé de procuration à l'appui. Pour ceux qui veulent aller voter, le choix s'avère parfois difficile. Entre la gangrène, la peste et le choléra, il y a effectivement de quoi hésiter, comme le résume cette photo de Marie-Ange et de ses 3 enveloppes. Liocose, lui, ne se pose plus de questions. J'ai vu le choix que j'avais dans ma région pour le second tour des régionales. Dimanche, nous dit-il, je vais voter blanc. Heureusement, il n'y a pas que les élections dans la vie. Le président nord-coréen Kim Jong-un déclarait cette semaine détenir la bombe atomique. Enfin, un sujet plus léger que les régionales. Résumait avec humour le dessinateur Alex dans le Courrier Picard. Voilà la revue du web que nous retrouverons tout au long de cette émission. Continuez à réagir. Allez, je vous emmène pour notre grand tour de France. Première escale, les Pays de la Loire. Alors ici, la liste d'union de la droite et du centre emmenée par le sénateur Bruno Retailleau est arrivée largement en tête la semaine dernière. La droite a devancé de près de 8 points la liste de Rassemblement de la gauche de Christophe Clergeau, premier vice-président sortant du Conseil régional. Ce dernier a toutefois annoncé lundi la fusion de sa liste avec celle d'Europe Écologie Les Verts. L'accord s'est fait malgré de profondes divergences sur le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Là encore, une vraie surprise du premier tour dans cette région tient à la percée historique du Front National. La liste conduite par Pierre Gana, l'ancien directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, a triplé son résultat de 2010. Le FN pourrait obtenir entre 17 et 18 élus au sein de cette nouvelle assemblée régionale. Alors ici, eh bien, les jeux restaient très ouverts pour ce second tour. Le total des voix de droite et de gauche les plaçant au coude à coude. Éléonore Duplay, vous êtes en direct de Nantes. Avez-vous des estimations à nous communiquer à ce moment ? Oui, bonsoir. Nous avons des estimations et selon ces estimations, ce serait Bruno Retailleau pour l'Union de la droite qui l'emporterait avec 42,3% des voix. La liste socialiste PRG Europe Écologie Les Verts obtiendrait, elle, 37,1% des voix. Quant au FN, il serait troisième avec 20,6% des voix, un score assez proche de celui du premier tour. Quant à la participation, elle est en très nette augmentation. Vous le voyez, presque 7 points et demi de plus que la semaine dernière avec de très grands
grandes disparités selon les départements. Chez nous, c'est la Mayenne, rurale et traditionnellement à droite, qui a le plus progressé, suivi par la Sarthe, ce département lui aussi très rural, le seul de notre région où le FN est arrivé en tête au premier tour. Éléonore, là encore, la campagne a vraiment tourné autour du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Oui, toute la semaine, cet aéroport, celui qui a failli faire capoter l'accord entre les socialistes et Europe Écologie Les Verts, entre dimanche et lundi soir, il y a eu presque 24 heures de très rudes négociations pour aboutir à un compromis sur le fil du rasoir. Malgré son soutien au projet d'aéroport, Christophe Clergeau avait dû s'engager en cas de victoire à commander une étude indépendante sur le sujet que beaucoup avaient interprété ici comme une promesse de moratoire. Son principal opposant, Bruno Retailleau, devenant de fait le seul candidat clairement pro-aéroport. Dans le débat de l'entre-deux tours, lorsqu'on lui a demandé quelle serait sa première mesure, il avait d'ailleurs répondu sur notre antenne « Je demanderai au Premier ministre d'évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ». Mais enfin, ce n'est pas l'aéroport qui fait l'élection. Sans réservoir de voix au premier tour, le candidat de la droite s'était surtout focalisé sur les abstentionnistes, une stratégie apparemment payante puisque cette mobilisation des électeurs a donc apparemment profité à la droite avec ce soir des estimations qui donnent Bruno Retailleau en tête. Merci Éléonore, évidemment, nous vous retrouverons tout au long de cette soirée. Alors, je vous le disais, nous entamons notre Tour de France, nous analysons les résultats, mais également nous donnons la priorité aux réactions. Et il y a quelques instants dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Marine Le Pen a réagi, je vous propose de l'écouter. En triplant le nombre de nos conseillers régionaux élus, le Front National sera désormais la première force d'opposition dans la plupart des conseils régionaux de France. Une opposition constructive, mais aussi exigeante, parce que non connivente. Une opposition imaginative, parce que libre de tout groupe d'intérêt. Une opposition plus proche de vous, parce qu'elle est d'abord issue du peuple, et que vous aurez des élus, mes chers compatriotes, qui vous ressemblent réellement. Voilà donc pour la réaction de Marine Le Pen, présidente du Front National. Alors je vous propose maintenant d'essayer de décrypter ces élections. On retrouve pour cela Fabienne Simon, politologue, directrice générale adjointe Ipsos Public en direct de Paris. Bonsoir Fabienne, merci d'être avec nous. Alors concrètement aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le Front National qui se retrouve aux portes des conseils régionaux mais qui ne sont pas encore forcément élus, on le verra tout au long de la soirée, peut-on dire que c'est le premier parti de France ? Non, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que c'est le premier parti de premier tour. Et c'est vrai qu'on s'est quitté dimanche soir dernier sur une analyse de tripartisme avec finalement 3 blocs qui étaient relativement proches, la gauche, la droite et le Front National, et qu'on est ce soir véritablement face à un retour plutôt au bipartisme. Le Front National, nous disent les électeurs, n'est pas un parti comme les autres, c'est un parti isolé qui n'a pas d'alliés. Et donc ces très bons scores du premier tour ne se traduisent pas dans des victoires au second tour. Merci Fabienne, vous restez avec nous pour nous aider à décrypter ces résultats. Nous poursuivons notre Tour de France et nous partons dans une région, là encore scrutée de près et pour cause, c'est la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Le Front National a mis à terre dimanche dernier le Parti Socialiste. Marine Le Pen a obtenu plus de 40% des voix, remportant une victoire historique à 2 ans de la présidentielle. La gauche, divisée avec Pierre de Saint-Ignon, le premier adjoint de Martine Aubry, n'est pas parvenu à mobiliser. Arrivé 3e, la liste de gauche a été retirée à la demande du premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis afin de faire barrage au Front National. Et Pierre de Saint-Ignon a appelé cette semaine à voter pour la droite avec Xavier Bertrand, ancien ministre du Travail dans le gouvernement Fillon, qui est arrivé en 2e position dimanche dernier. Alors ici se jouait un duel Front National les Républicains et l'issue restait incertaine. La prise de position du Parti socialiste et la mobilisation éventuelle des électeurs pouvant modifier la donne. Un sondage cette semaine annonçait la défaite du Front National. Frédéric Hainaut, vous êtes en direct de Lille. Que peut-on dire à cette heure-ci ? Eh bien, Grégoire, le premier chiffre, c'est celui de l'abstention. Et dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, il est en net recul, 38,5%. C'est du jamais vu depuis bien longtemps. Et cette mobilisation exceptionnelle des électeurs a profité à Xavier Bertrand, puisqu'il serait élu avec 57,7% des suffrages contre 42,3% pour Marine Le Pen.
Alors, en tout état de cause, le grand changement dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est qu'il n'y aura pas un seul élu de gauche dans la future Assemblée régionale. Le socialiste Pierre de Saint-Ignon, vous l'avez dit, arrivé 3e au premier tour, avait retiré sa liste. C'est un cataclysme. Depuis 40 ans, les socialistes régnaient quasiment sans partage dans le Nord-Pas-de-Calais. Les électeurs ont donc manifesté une claire envie de changement. Certains militants socialistes ont même refusé à Pierre de Saint-Ignon d'avoir aussi rapidement jeté l'éponge. Ils auraient préféré avoir des représentants, même en minorité, dans l'opposition. Le plus venimeux a sans doute été l'actuel, le sortant président de région, Daniel Percheron, socialiste, qui a déclaré, reprenant la phrase célèbre de Churchill au sujet des accords de Munich, messieurs Cambadélis et Saint-Ignon avaient le choix entre le déshonneur et la défaite. Ils ont accepté le déshonneur. Prions pour qu'il n'ait pas maintenant la défaite. Il a eu tort. Frédéric, la tension est montée d'un cran durant la campagne entre les deux candidats, notamment durant cette semaine. Alors effectivement, les enjeux étaient très forts pour les deux candidats. Xavier Bertrand devait faire le plein des voix de gauche. Il a mis du temps à tendre la main aux électeurs de gauche. Certains, dans ses propres rangs, s'en sont inquiétés. Ils se sont impatientés, à l'image de Jean-René Le Serre, le président Les Républicains du Conseil départemental du Nord. Nous aurions pu exprimer un peu plus de gratitude, a-t-il dit, parce qu'à la vérité, nous ne gagnerons qu'avec les voix de la gauche. Et puis, petit à petit, on a vu un Xavier Bertrand donner des signes forts à cet électorat. Il a demandé à Nicolas Sarkozy, je cite, de se taire, puis il a fini par déclarer que la primaire à l'intérieur de son parti pour la présidentielle n'était plus sa priorité. Et puis enfin, il s'est présenté comme un rassembleur, assurant que sa gouvernance serait bienveillante et apaisée. Dans cet entre-deux-tours, Marine Le Pen, elle, est restée fidèle à son image de candidate de la rupture. Elle a notamment promis que si elle était élue, elle allait pourrir la vie du gouvernement, notamment au sujet des migrants de Calais, déclenchant une levée de boucliers. Manuel Valls, le Premier ministre, a estimé que son élection pouvait mener à rien de moins que la guerre civile. Presque toute la classe politique a appelé à voter contre elle. La présidente du FN avait jeté ses dernières forces dans la bataille en meeting à Paris, en appelant ses électeurs à ne pas avoir peur, à ne pas se laisser infantiliser par ce déferlement classique des régimes totalitaires. Visiblement, ça n'a pas suffi. Elle fait sensiblement le même score qu'au premier tour. Merci beaucoup Frédéric. On vous retrouvera ce soir durant toute cette émission pour d'autres analyses. Donc on retient, le Front National ne décroche pas la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Autre région, nous partons dans le sud cette fois-ci, en Provence, Alpes, Côte d'Azur. Dimanche dernier, Marion Maréchal Le Pen, la nièce donc de Marine Le Pen, a confirmé la dynamique du Front National en PACA en arrivant très largement en tête du premier tour. La députée du Vaucluse, qui a eu 26 ans cette semaine, a récolté plus du double de suffrages de son grand-père en 2010. L'ancien ministre et maire de Nice, Christian Estrosi, pour les Républicains, a été largement distancé. Il est arrivé deuxième. Quant au candidat socialiste, il est arrivé troisième. Suivant les consignes de son parti, eh bien, Christophe Castaner a retiré sa liste. Il y a donc ici un duel droite-extrême droite. Un sondage paru cette semaine annonçait la victoire de Christian Estrosi. Alors le retrait de la liste socialiste devrait bénéficier au maire de Nice. Alors qu'en est-il? Claire Lacroix, vous êtes en direct de Marseille. Que pouvez-vous nous dire à cette heure-ci? Alors à Marseille et Nice, les bureaux de vote ont fermé à 20h et ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à la semaine dernière, on a beaucoup plus voté. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, le taux de participation est de 54%, 8 points de plus que dimanche dernier. Au soir du premier tour, vous l'avez dit, Grégoire, la tête de liste FN Marion Maréchal Le Pen est arrivée largement en tête, 15 points devant le candidat de droite Christian Estrosi. A-t-elle confirmé son avance ce soir malgré le report annoncé des voix de gauche? La réponse et non. Selon les premières estimations, Christian Estrosi l'emporte avec 55,8% des voix. Marion Maréchal Le Pen recueille quant à elle 42,2% des suffrages. Le désistement la semaine dernière du candidat socialiste Christophe Castaner, arrivé troisième, semble avoir payé. Les électeurs de gauche ont suivi la consigne de leur parti. Ils ont fait barrage au Front National. Christian Estrosi, qu'on a senti très tendu toute la semaine, doit être soulagé du côté du FN. En revanche, la déception est immense. Les militants croyaient très sérieusement en la victoire de leur candidate. Il faut dire qu'elle partait favorite. Dimanche dernier, la dynamique s'est inversée. On l'a senti en milieu de semaine. Il faut dire que Christian Estrosi et son équipe ont donné de leur personne. Ils sont partis à la pêche aux voix. On les a vus dans des cités, dans des zones
industriels. Ils ont enchaîné les déplacements, multiplié les annonces. L'une d'elles, c'est la création au sein du Conseil régional d'un conseil consultatif qui intégrerait les socialistes. Cela, bien sûr, afin de rassurer les électeurs de gauche. Et la méthode a, semble-t-il, porté ses fruits. Merci Claire. Donc on retient là encore, le Front National n'obtient pas la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Christian Estrosi a réagi il y a quelques minutes. On l'écoute. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la République viennent ce soir de remporter une immense victoire. Nous avons tous ensemble refusé l'affront national. Et l'histoire retiendra que ce que certains appelaient ici au sud la bataille de France, ici, vous l'avez gagnée. Avec cette victoire, nous avons déjoué tous les pronostics et nous l'avons emportée malgré une campagne où rien ne nous aura été épargné. Cette victoire, c'est d'abord, et j'oserais dire uniquement, la victoire du peuple de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la victoire d'un grand peuple qui, une fois de plus, a montré sa capacité à déjouer l'imposture, refuser les dictates, démontrer sa volonté de résistance. Le gaulliste que je suis ne peut qu'en être comblé. Voilà, déclaration donc de Christian Estrosi, maire de Nice, qui s'est imposé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Poursuivons notre tour de France. Je vous emmène cette fois-ci en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, ici, bien Laurent Wauquiez, le candidat des Républicains, est arrivé nettement en tête au premier tour, mais sans grande réserve de voix. Il se jouait donc une triangulaire avec un Front National, arrivé en deuxième position, et un score qualifié par le candidat frontiste Christophe Boudot d'historique. Le président socialiste sortant, Jean-Jacques Queyranne, est arrivé en troisième position, mais avec une réserve de voix importante qui pouvait laisser entrevoir une victoire. Il a annoncé dès lundi le ralliement des listes Europe Écologie Les Verts et des listes communistes. Alors la droite est arrivée en tête, mais la gauche disposait d'une réserve de voix non négligeable. Tout était possible. Émilie Rousseau, vous êtes en direct de Lyon. Que pouvez-vous nous dire à cette heure-ci ? Oui, bonsoir Grégoire. Alors, effectivement, tous les sondages annonçaient un second tour très serré. Eh bien, finalement, pas tant que ça. Vous l'avez dit, les dernières estimations donnent Laurent Wauquiez en tête de 4 points par rapport au candidat socialiste Jean-Jacques Queyranne. C'est beaucoup, même si ce ne sont que des estimations. Et même si on attend encore les résultats dans les grandes agglomérations qui votent traditionnellement à gauche. Alors pourtant, le report des voix à gauche a fonctionné. 36,8%, c'est à quelques centièmes près le score réalisé par toutes les listes de gauche au premier tour. Listes qui, vous l'avez rappelé, ont fusionné. C'est plus difficile de dire en revanche de quel report de voix a bénéficié la droite. Celle du FN, probablement, qui a quand même perdu 2,5 points. Il faudra quand même attendre le nombre de voix pour en être sûr, mais en tout cas, entre les deux tours, Laurent Wauquiez n'a pas hésité à tendre la main aux électeurs frontistes. Le chef de file du FN de Clermont-Ferrand a même appelé à voter le candidat de droite. Il faut enfin ajouter que cette droitisation de la campagne n'a apparemment pas effrayé, inquiété les électeurs centristes, alors que c'était le risque. Émilie, l'autre réserve de voix, c'était en fait les abstentionnistes et ça a visiblement profité à Laurent Wauquiez. Eh bien oui, 57,4% de participation, c'est plus qu'au premier tour, c'est plus qu'en 2010. Entre 300 000 et 400 000 électeurs de plus, donc entre les deux tours, des électeurs qui ont visiblement voté à droite. D'ailleurs, le QG de Laurent Wauquiez était plein à craquer ce soir. Les électeurs sont venus en nombre par rapport à dimanche dernier. L'ambiance était beaucoup plus festive. Les électeurs et les militants qui célèbrent déjà la victoire de Laurent Wauquiez. Merci Émilie. Laurent Wauquiez qui justement est intervenu il y a quelques minutes, on l'écoute. Pour notre région, c'est une très belle victoire. Et c'est une très belle victoire aussi parce que les habitants de notre région ont fait le choix du renouvellement. Et c'est quelque chose qui me touche profondément. Maintenant, on va travailler, on va se mettre au travail rapidement. Et surtout, on va essayer de le faire en rassemblant les habitants de toute notre région. Parce que j'oublie pas ce qui s'est passé. J'oublie pas qu'il y a eu une forte défiance qui s'est exprimée. J'oublie pas que partout en France, les Français ont dit on n'y croit plus. Et au fond, notre campagne, on a essayé de la faire comment ? Du renouvellement ? Des convictions très claires et maintenant l'engagement absolu d'apporter des résultats concrets. Voilà, c'était donc Laurent Wauquiez, candidat en Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous emmène cette fois-ci, suivez-moi, en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Alors ici, eh bien, la liste du Front National, emmenée par le compagnon de Marine Le Pen, Louis Alliot, a réalisé un score
historique et a caracolé en tête dimanche dernier, mais sans grande réserve de voix. Il devrait, en toute logique, s'incliner. La socialiste Carole Delga a réalisé un score modeste. L'ex-secrétaire d'État a toutefois joué cette semaine le rassemblement avec Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche qui pourrait lui permettre de l'emporter. À droite, le politologue Dominique Régnier a fini 3e. Fidèle à la ligne de son parti, rejetant toute idée de fusion, il a décidé de se maintenir. La défaite s'annonce donc amère. Alors en toute logique, les socialistes devraient conserver cette région. Pierre-Jean Frison, vous êtes en direct de Toulouse. Que pouvez-vous nous dire à cette heure-ci ? Eh bien Grégoire, que votre sentiment était le bon. Carole Delga s'est bien imposée ce soir. On est encore au niveau des estimations, mais l'écart est suffisamment important pour annoncer la victoire de la candidate socialiste Carole Delga, qui obtiendrait 44,6% des suffrages lors de ce deuxième tour. Loin devant Louis Alliot, 33,8% des suffrages, et Dominique Régnier, 21,6%. Carole Delga qui est actuellement en train de fêter sa victoire à Montpellier, Languedoc-Roussillon, où elle avait obtenu un très mauvais score lors du premier tour. Elle était sous la barre des 20% lors de ce premier tour en Languedoc-Roussillon. Carole Delga qui visiblement a pu bénéficier d'un bon report de voix, Pierre-Jean. Eh bien oui, les négociations ont été difficiles avec Europe Écologie Les Verts et surtout avec la partie front de gauche de cette liste. Mais finalement, bon gré, mal gré, les militants l'ont suivi lors de ce deuxième tour puisqu'elle fait le plein des voix de gauche, d'extrême gauche et des écologistes qui étaient établis à 44% lors du premier tour, à rapprocher de son score de ce soir, 44,6% des voix. Louis Alliot, lui, de son côté, n'avait pas beaucoup de réserves. Eh bien, il a fait un tout petit peu mieux qu'au premier tour, plus 2 points, mais ça n'a pas suffi. Il n'a pas réussi à grappiller des voix auprès de Dominique Régnier, le candidat des Républicains, qui lui sauve l'honneur ce soir en dépassant la barre des 20%, ce qu'il n'avait pas réussi à faire lors du premier tour. Ça reste malgré tout une grosse déception pour le politologue habitué des plateaux de télé, mais qui faisait ici sa première campagne politique en tant que candidat. Première campagne et première défaite. Merci Pierre-Jean, à tout à l'heure. Autre région, l'Île-de-France. Le sort de l'Île-de-France à gauche depuis 1998 est loin d'être scellé. Valérie Pécresse, la candidate de la droite, est arrivée en tête. Le chef de file PS Claude Barthelone, lui, est arrivé en 2e position. Et le FN, avec Valorant de Saint-Just, a doublé son score et a fini 3e. Alors avant de rejoindre l'Île-de-France pour essayer de commenter les résultats, des résultats qui vont tomber un peu plus tard dans la soirée, je vous propose de retrouver notre politologue Fabienne Simon, qui est en duplex de Paris, qui est notre fil rouge ce soir pour commenter ces résultats. Fabienne, le PS a perdu 2 bastions, le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour autant, les socialistes semblent sauver les meubles. Est-ce qu'ils peuvent être satisfaits ce soir ? Bien, en tout cas, ce n'est effectivement qu'une demi-défaite et on constate plutôt une bonne résistance de la gauche. Elle s'explique finalement par la très très bonne discipline des électeurs, de leurs alliés en fait, puisque ce qu'on constate ce soir, c'est que 80% des électeurs, aussi bien du Front de gauche que d'Europe Écologie Les Verts du premier tour, se sont reportés sur la liste de gauche. Donc c'est vrai que le Parti Socialiste ce soir a pu compter sur ses alliés. Alors évidemment, il perd des régions, il les avait toutes sauf l'Alsace. Mais pour l'instant, et dans l'attente du résultat de Normandie et d'Île-de-France, on peut néanmoins affirmer qu'il résiste plutôt bien. Et qu'il sauve les meubles, Fabienne. On reviendra avec vous dans un instant pour décrypter encore un peu plus les résultats. Pour autant, je vous propose maintenant de partir en Bretagne. En n'ayant quasiment pas fait campagne du fait de sa fonction de ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian a toutefois une bonne chance d'être réélu à la tête de la région. Et d'ailleurs, il a annoncé dès mardi qu'il n'y aurait pas de fusion avec Europe Écologie Les Verts. Les Républicains avec Marc Le Fur, eux, sont arrivés 2e dimanche dernier. La grande nouveauté du scrutin en Bretagne, c'est une région qui résistait jusqu'alors à l'extrême droite. Et la très forte percée du FN dimanche dernier a fait réagir. La liste conduite par Gilles Penel est arrivée en effet en 3e position. Alors, sans grande surprise, Jean-Yves Le Drian devrait remporter la région. Il devra toutefois déléguer puisque ministre de la Défense, il ne pourra pas en effet cumuler les postes. Stéphanie Labrousse, vous êtes en direct de Rennes. Que pouvez-vous nous dire à cette heure-ci ?
Eh bien, je peux vous dire, Grégoire, que vous avez vu juste comme attendu après les résultats du premier tour. C'est bien le socialiste Jean-Yves Le Drian qui est en passe de remporter ces élections régionales en Bretagne. Ce serait sa 3e victoire consécutive à des élections régionales. Jean-Yves Le Drian, le ministre candidat, c'est aussi celui qui a fait basculer la région Bretagne à gauche en 2004. Alors, selon les premières estimations, sa liste aurait un score de 51,3%, loin devant la liste d'Union de la droite et du centre, emmené par Marc Le Fur, le député costarmoricain, liste dont les résultats seraient dans les 29,5%. 3e, le Front National emmené par Gilles Pénel avec un score de 19,2%. Le FN qui va donc faire une nouvelle fois son entrée dans l'hémicycle régional de Bretagne. La dernière fois, c'était en 98. Il devrait décrocher davantage que les 7 sièges obtenus par le passé. C'est tout bonnement la première fois qu'il y aura des conseillers régionaux frontistes sous une mandature de gauche. Alors Stéphanie, Jean-Yves Le Drian a fait un tel score dès le premier tour qu'il s'est même payé le luxe de refuser toute fusion avec Europe Écologie Les Verts. Et oui, pas de fusion avec Europe Écologie Les Verts, une non-fusion d'ailleurs qui a marqué l'entre-deux tours, car au regard de ce qui s'est passé à l'échelle nationale, cette absence d'alliance, c'est une exception bretonne. Jean-Yves Le Drian, lui, met en avant sa liste qu'il qualifie de liste d'ouverture, forte, explique-t-il, de la présence notamment d'écologistes. Mais cela veut dire en tout cas que pas d'Europe Écologie Les Verts au Conseil régional de Bretagne, alors qu'il y avait des Verts qui y siégeaient depuis 92. Un mot de la participation, car la mobilisation des électeurs bretons est plus forte que dimanche dernier, plus forte qu'au second tour de 2010 au dernier régional. Participation estimée à 56,7%, 3 points de plus qu'au second tour en 2010. À tout à l'heure. Merci beaucoup Stéphanie, on vous retrouvera tout à l'heure dans cette émission. Continuons notre tour de France, suivez-moi, nous partons en Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes. Alors ici, Florian Philippot, vice-président du Front National, a pulvérisé les meilleurs sondages de fin de campagne la semaine dernière. Sa liste a obtenu 10 points d'avance sur celle de l'Union de la droite et du centre emmenée par l'actuel président de la région Alsace, Philippe Richer. Le socialiste Jean-Pierre Masseret a lui terminé 3e. Le PS et le Premier ministre lui ont demandé de se retirer pour faire barrage au Front National. Pas question, a répondu Jean-Pierre Masseret, devenu l'irréductible Lorrain qui brave la rue de Solferino. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, est passé outre. Il a appelé les électeurs de gauche à voter pour la liste de droite, offrant un scénario pour le moins inédit. Alors Florian Philippot est-il en mesure de s'imposer? C'est la question et je vous la pose à vous, Francine Dubail. Vous êtes en direct de Strasbourg. Bonsoir Francine. Bonsoir Grégoire, bonsoir à tous. Eh bien ici les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est un véritable coup de théâtre. La droite et le centre décrochent la cale. La tendance est renversée. Alors c'est vrai que sur le papier, le FN était le mieux placé. Il était arrivé en tête dans 9 départements sur 10. Eh bien au final, le candidat des Républicains et du centre l'emporterait avec 48% des suffrages. Philippe Richer, qui avait 10 points de retard dimanche dernier, eh bien ce soir il a 11 points d'avance. Le président sortant de la région Alsace a réussi à rassembler bien au-delà de son camp. C'est une première estimation, bien sûr, de notre partenaire Ipsos Sopra Steria, une estimation sur la base d'une 40aine de bureaux de test dans la région. Il y a une marge d'erreur, bien sûr, mais on sera sans doute très proche de la réalité, comme la semaine dernière. Ce qu'on peut dire, c'est que ce deuxième tour a été hors norme. Nous avons assisté ici à un véritable feuilleton durant toute la semaine. Beaucoup ce soir regardent bien sûr le score du président sortant de la Lorraine, Jean-Pierre Masseret, le divers gauche, 16%. C'est quasi identique au score de dimanche dernier. Ici, le candidat divers gauche, Jean-Pierre Masseret, largement distancé au premier tour, puisqu'il était arrivé 3e, avait choisi, vous le savez, de se maintenir malgré les injonctions des instances nationales. Il avait engagé un véritable bras de fer. Résultat, il est parti sans l'investiture du PS. Il a dû également faire face à une fronde dans ses rangs. Près de la moitié de ses colistiers l'ont abandonné. De nombreux maires socialistes des grandes villes du secteur avaient également appelé à voter pour le candidat des Républicains, Philippe Richer. Philippe Richer, le président sortant d'Alsace, a sans doute bénéficié des reports de voix de la gauche, mais il a également réussi à convaincre les abstentionnistes, des abstentionnistes qui étaient la semaine dernière plus nombreux que les votants. Eh bien là encore, c'est un renversement de situation. Ce soir, les votants étaient plus nombreux,
avec un taux de participation record, 58%. C'est 10 points de plus que la semaine dernière. Globalement, 400 000 votants de plus. Et de son côté, Florian Philippot totalise ce soir 37% des suffrages. Il perd 10 points, mais avec le regain de participation, eh bien, ça lui fait plus de 150 000 voix de plus que la semaine dernière. Preuve que le FN s'installe et gagne du terrain, élection après élection. Merci Francine pour cette analyse complète. À tout à l'heure. Nous continuons notre Tour de France. Partons, si vous le voulez bien, en Ile-de-France. Je vous le disais, la région est à gauche depuis 98. Alors à droite, il y a Valérie Pécresse. Elle est arrivée en tête la semaine dernière. Chef de file PS, Claude Barthelone est lui arrivé en deuxième position. Mais d'un point de vue arithmétique, il pouvait espérer l'emporter. Il a d'ailleurs annoncé en début de semaine la fusion de sa liste avec celle d'Europe Écologie Les Verts et du Front de Gauche. Le Front National, lui, est avec Valran de Saint-Just, a doublé son score de 2010. Il a fini 3e. Alors Valérie Pécresse pour les Républicains, Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale pour les Socialistes, peuvent encore croire à leur victoire. Emmanuel Tixier, vous êtes en direct de Paris. Que pouvez-vous nous dire à cette heure-ci ? Eh bien, aucune estimation ce soir concernant les résultats en Ile-de-France, mais une information que je peux vous communiquer, c'est une estimation de la participation. Elle serait de 54,4% pour ce second tour. C'est 9 points de plus que pour le premier tour et 7 points de plus que lors des dernières élections régionales en 2010. On attend un score très serré ce soir. Depuis le premier tour dimanche dernier, il se sont passés beaucoup de choses. À gauche, vous l'avez dit, une fusion des listes Europe Écologie Les Verts, Front de Gauche, avec la liste emmenée par Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, le seul qualifié pour ce second tour. D'un pur point de vue arithmétique, vous l'avez dit, la gauche pouvait revendiquer 40% des suffrages au soir du premier tour, mais ce n'est pas aussi simple. La question du report des voix de gauche sera sans doute l'une des clés de ce scrutin face à cette liste d'union de la gauche, deux listes qui n'ont pas bougé, celle de Valérie Pécresse pour l'union de la droite, les Républicains, UDI, Modem, forte de plus de 30,5% des voix dimanche dernier, mais qui n'aura pas bénéficié du soutien officiel de Nicolas Dupont-Aignan, le leader de Debout la France, et c'est 6,57% des suffrages. Enfin, il y a la liste Front National de Valran de Saint-Just, le Front National qui, quoi qu'il arrive, rentrera de nouveau au Conseil régional d'Île-de-France ce soir après son échec en 2010. Le parti de Marine Le Pen gagnera-t-il des voix entre les deux tours de ce scrutin? Ce sera l'un des points à surveiller de près ce soir, Grégoire. Et on le surveillera ensemble dans la deuxième et troisième partie. Merci Emmanuel. Des résultats que nous essayons de comprendre, de décrypter avec vous. Fabienne Simon, politologue en duplex de Paris. Fabienne, on le voit, le Front National ne semble pas être parvenu à s'imposer dans les régions. Quoi qu'il en soit, Marine Le Pen est parvenue à réussir son pari, à savoir imposer son parti dans le paysage politique. Oui, très clairement, effectivement, même si le Front National ne préside et ne dirige demain aucune région, c'est vrai que beaucoup de conseillers régionaux Front National siégeront dans les hémicycles régionaux, et ça c'est un point important. C'est vrai aussi que son résultat du premier tour, dont elle peut se satisfaire, est un terreau favorable pour la campagne de l'élection présidentielle qui s'ouvre finalement dès ce soir à 17 mois du scrutin. Néanmoins, son problème reste toujours son incapacité à nouer des alliances et donc la difficulté à laquelle le parti se heurte ce soir à transformer l'essai. Merci Fabienne, et à tout à l'heure, vous restez avec nous. Nous poursuivons notre tour des grandes régions, nous partons en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Ici, pas de grande surprise pour cette région puisque le candidat socialiste Alain Rousset semblait bien parti pour remporter un 4e mandat consécutif. Le président sortant devançait dimanche dernier et largement la tête de liste des Républicains Virginie Calmels. Et puis comme ailleurs en France, le Front National avait fait une percée fulgurante. Alors le socialiste Alain Rousset reste le grand favori dans la région. Louis Roussel, vous êtes en direct de Bordeaux. Oui, bonsoir Grégoire. Et ce soir, c'est une victoire pour la gauche en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Alain Rousset l'emporte avec au moins 44,1% des suffrages. Le député de l'Aquitaine qui briguait un 4e mandat va donc présider cette nouvelle grande région aux 2,8 milliards de budget. Eh bien, il devance ce soir la candidate Les Républicains, Virginie Calmels, qui n'a pas réussi son pari. C'est aussi une défaite
pour Alain Juppé, qui ne manquera pas d'être utilisé par les adversaires du maire de Bordeaux dans la perspective de la primaire à droite en vue de l'élection présidentielle. Virginie Calmels qui n'a pas réussi à mobiliser les électeurs du Front National qui, eux, sont restés fidèles au candidat Jacques Colombier, le candidat bordelais du Front National. Un Front National qui plafonne au-dessus de 20%, mais qui ne démobilise pas, dont les électeurs ne se sont pas démobilisés ce soir. À vous pour cette analyse. Rendez-vous évidemment dans quelques minutes pour d'autres résultats plus affinés. On continue notre tour des grandes régions. Cette fois-ci, nous partons dans la région Centre-Val-de-Loire. La liste Front National conduite par le député européen Philippe Loiseau est arrivée en tête dimanche dernier. À droite, la liste UMP-UDI conduite par Philippe Vigier est arrivée en deuxième position, ce qui n'est pas le cas de la liste socialiste menée par le président sortant François Bonneau. Et celui-ci est arrivé en troisième position, mais avec arithmétiquement une position de l'emporter puisque François Bonneau a fusionné sa liste lundi avec Europe Écologie Les Verts. Alors la gauche qui gérait la région depuis 1998 est sérieusement menacée par la droite, mais rien n'est joué et elle pourrait en effet l'emporter avec un bon report de voix. Arnaud Moreau, bonsoir, vous êtes en direct d'Orléans, que pouvez-vous nous dire ? Eh bien oui, effectivement, Grégoire, c'est ce qui risque de se produire. François Bonneau va remporter son pari selon toute vraisemblance. Il arrivera à conserver la région avec un score d'environ 35,5%, alors qu'il n'était pas du tout donné gagnant dans les sondages, donc dans les semaines qui ont précédé cette élection. La liste de droite et du centre, emmenée par Philippe Vigier, arriverait juste derrière, en deuxième position avec 34,3% des voix. Et enfin, la liste Front National, emmenée par Philippe Loiseau, avec environ 30% des voix. Rappelons que François Bonneau avait récupéré la présidence de la région en 2007, présidence laissée par Michel Sapin. Il avait été élu en 2010 et puis vous l'avez dit, après le premier tour de ces régionales, il avait fusionné ses listes avec celle d'Europe Écologie Les Verts. Il a pu aussi compter sur le soutien du Front de gauche emmené par Nicolas Sansu qui n'avait pas pu se maintenir. Eh bien, on peut penser que ces reports ont été déterminants entre les deux tours. À noter que ses concurrents n'avaient pas ou peu de réserve de voix, seulement celle de Debout la République, Debout la France, qui n'avait pas donné de consigne de vote, Grégoire. Arnaud, on est obligé d'aller très très vite pour pouvoir faire le tour justement de France et cette fois-ci je vous emmène en Bourgogne-Franche-Comté, l'une des élections les plus serrées de France. Ici une victoire du Front National conduite par Sophie Montel n'était pas à exclure. La candidate frontiste a creusé l'écart avec François Sauvadet, chef de file UDI Les Républicains arrivé deuxième et la socialiste Marie-Guide Dufay. Alors le FN a la possibilité de remporter cette région. Reste toutefois la question de la mobilisation et du report de voix. Lilian Mellet, vous êtes à Dijon, bonsoir. Que pouvez-vous nous dire ? Eh bien que pour l'instant, la situation est extrêmement serrée en Bourgogne-Franche-Comté, puisque d'après les estimations, c'est Marie-Guide Dufay, la présidente sortante du Conseil régional de Franche-Comté, qui serait en tête avec 34% des voix, devant François Sauvadet, la tête de liste UDI, de la liste UDI LR avec 33,5%, et Sophie Montel, la tête de liste Front National avec 32,5%. Vous l'avez dit, une participation en très forte augmentation, près de 10 points d'augmentation. Une participation qui a manifestement profité à tout le monde, Marie-Guide Dufay, François Sauvadet, mais aussi Sophie Montel qui augmente en pourcentage et donc en voix dans un contexte d'augmentation de la participation. Néanmoins, on le sait maintenant, il semble bien que Sophie Montel ne dirigera pas la région Bourgogne-Franche-Comté et pourtant dans la semaine, cette région était devenue la région que le Front National était susceptible de prendre depuis qu'un certain nombre de candidats s'étaient retirés dans d'autres régions comme Nord-Pas-de-Calais ou Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pourquoi ? Eh bien parce que les deux candidats arrivés en deuxième et en troisième position, François Sauvadet et Marie-Guide Dufay, estimaient tous les deux qu'ils n'avaient pas à se retirer. François Sauvadet parce qu'il était arrivé deuxième et parce qu'il avait des réserves dans la faible participation et Marie-Guide Dufay parce qu'elle considérait qu'elle avait des réserves à gauche avec Europe Écologie Les Verts et le Front de gauche. Mais au final, il y avait aussi des réserves pour François Sauvadet avec plus de 5 voix pour le parti Debout la France et près de 4, avec 5% pour Debout la France et près de 4% pour le Modem. Au final, vous le voyez, la situation est extrêmement serrée. Les estimations donnent une avance à Marie-Guide Dufay, mais on va attendre d'être réellement fixé. Un point pour l'instant encore. Le chiffre clé, ce sera 34,2%, ce qui donnerait la majorité absolue. Oui. À défaut, on pourrait avoir un vainqueur de cette élection qui n'aurait pas la majorité absolue au sein de ce nouveau conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Merci Lilian, on en reparlera dans la deuxième partie. On est très pressé, on veut à tout prix faire le tour de France, alors on part très très vite en Normandie. Ici, les réserves de voix des candidats de droite et d'extrême droite semblaient a priori moins
moins importante que celle de la gauche. Le PS va-t-il conserver la région? On retrouve Alexandra Huctin à Caen. Alexandra, très rapidement, pour pouvoir justement avoir votre analyse, s'il vous plaît. Écoutez, Grégoire, disons que le poids des abstentionnistes est normalement l'une des clés dans une triangulaire, et l'issue incertaine. Mais la Normandie reste ce soir dans sa légendaire indécision. Les premières estimations placent donc la Normandie dans une situation unique en France ce soir. Il est impossible de dire à cette heure-ci qui va l'emporter, de la gauche ou la droite. Le candidat Hervé Morin est-elle épuisé des réserves presque inespérées pour lui. Le jeune fabiusien Nicolas Maillard-Rossignol a fait le plein des reports de toute la gauche qu'il pouvait espérer. Le Front National, vous le voyez, reste stable, comme la semaine dernière, à peu près à 27%. Merci, toute dernière Alexandra. estimation Nous reviendrons Ipsos. évidemment, Alexandra, sur la deuxième partie. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous retrouvez tous ces commentaires, analyses, réactions sur france-tv-info.fr. Rendez-vous à 21h15 pour la deuxième partie. Je compte sur vous. À tout à l'heure.